questions. Voilà, donc sur Parcoursup, le bilan 2020, on en a un petit peu parlé. Je reviens sur des chiffres pour vous dire que depuis 3 ans, depuis l'existence de cette plateforme qui succède à Admission Post-Bac, APB, ces chiffres sont très encourageants. Nous avons vu l'année passée près d'1 million de candidats, hein, 827 998. C'est vous dire un petit peu le système informatique qui permet l'affectation dans l'enseignement supérieur. Avec des progressions dans l'ensemble des 3 filières, hein, générale, technologique et professionnelle, sur les taux d'admission et les propositions qui sont faites aux élèves. On va se concentrer sur les 97% des bacheliers généraux qui ont obtenu des propositions, donc c'est tout à fait encourageant. 90% des bacheliers technologiques ont reçu des propositions et près de 80% des bacheliers professionnels ont obtenu des propositions d'admission. Alors après, évidemment, on n'a pas tout le temps le vœu que l'on souhaite, mais le fait est de constater que on a malgré tout des propositions d'admission et ça, c'est déjà une très belle réussite de la plateforme. Alors, on l'a dit dans ces chiffres, Madame Beauchesne l'a dit aussi, on va dire que dans ce processus, les plus fragilisés encore restent les bacheliers professionnels qui accèdent à l'enseignement supérieur à hauteur de 80%. Mais on va voir qu'on a des dispositifs très spécifiques qui leur permettent malgré tout de rattraper ce retard. Voilà pour les chiffres Parcoursup 2020. Alors le calendrier qu'il faut avoir en tête, on va détailler les 3 phases dans cette présentation. La première phase, novembre-janvier 2021, c'est la phase de découverte, de réflexion sur le projet de formation d'enseignement supérieur. On arrive à la phase 2, 20 janvier, 11 mars, la phase centrale, puisque c'est elle qui va permettre de créer son dossier Parcoursup et de déposer ses vœux. On va expliquer ça un peu dans le détail tout à l'heure. Cette phase a été un peu prolongée jusqu'au 8 avril afin que les élèves finalisent leur dossier. Ils ont des pièces complémentaires à rajouter. Ça sera ce temps qui leur sera accordé. Ils ne pourront plus, après le 11 mars, rajouter des vœux. Mais ils pourront encore confirmer leurs vœux et finaliser leur dossier. Et la dernière phase, la troisième, du 27 mai au 16 juillet, c'est la phase principale d'admission. Là, tous les élèves qui sont inscrits sur la plateforme vont recevoir des propositions d'admission à laquelle ils devront répondre dans un délai imparti. Voilà. On va reprendre dans la présentation ce soir les trois phases. Je vais rapidement sur cette phase qui s'achève. Hein. C'est le travail qui a été mené par les professeurs en classe, par les élèves eux-mêmes, je l'espère, sur la construction de leur projet d'orientation et leur réflexion, de sorte que le 20 janvier, ils sachent un petit peu vers quoi il faut s'orienter. Alors, cette phase, elle est essentiellement construite autour de deux pôles, 2 sites. Terminal 2020-2021, c'est vraiment un site internet que je vais lancer là, qui leur permet de construire et d'alimenter leur réflexion. Site qui leur propose 5 étapes. La dernière, si on commence par la fin, bah c'est vraiment ce qui va les attendre le 20 janvier. Comment fonctionne Parcoursup, le calendrier et tout ce qui peut les aider. Mais si on revient, vous voyez, c'est vraiment un parcours très progressif de réflexion qui leur est proposé, avec des conseils pour s'orienter, des infos sur les différentes filières. Et on avance dans la réflexion, ce que c'est que faire des études de l'enseignement supérieur, comment on recherche des informations, où se renseigner, etc. La phase 3 qui précise les choses. Quelles sont les études pour devenir professeur d'éducation physique ou engager des formations en éducation physique, en psychologie, etc. Et ceci, filière par filière, formation par formation, avec des témoignages de professionnels, de formateurs, d'étudiants eux-mêmes. Voilà, je ne vais pas au-delà, mais vous voyez qu'à chaque fois, on a une mine d'informations sur ce site Terminal 2020-2021, auquel on accède très facilement sur la plateforme Google. Hein. On tape et on tombe tout de suite sur cette présentation. On continue. Évidemment, le deuxième site très très important, qui est ouvert depuis le 18 décembre. C'est Parcoursup lui-même. Hein. Parcoursup 2021. 2020 était actif jusqu'au 17 décembre. Le 18 décembre, ce site a été mis à jour
avec toute l'offre de formation sur le territoire national. Et vous voyez qu'on a 17 000 formations qui sont présentes, la quasi-totalité des formations, toutes filières confondues, est présente sur ce site. C'est 95% de l'offre de formation supérieure. Quand je dis 95%, les 5% restants, ce sont des formations privées qui n'intègrent pas encore à la plateforme Parcoursup, qui ont leur propre modèle de recrutement, et là pour lequel il vous faut vous renseigner directement auprès des établissements. Madame Beauchesne vous en a dit 2 mots tout à l'heure. Bah, je clique sur mon lien. Voilà, je suis en direct sur Parcoursup. Là aussi, Parcoursup dans Google, et vous tombez directement sur cette page, qui est le portail d'entrée de Parcoursup. On est sur la première phase, encore 21 décembre, je disais 18, mais 21 décembre, 20 janvier. Et puis à chaque fois, cette chronologie va s'afficher. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et ce qu'on peut aller regarder un petit peu, c'est le moteur de recherche. Hein. Les copies d'écran de Madame Beauchesne sont ceci. Hein. Voilà, c'est d'abord un moteur de recherche Parcoursup. Avec une carte à droite si on veut vraiment cibler des régions, des secteurs géographiques. Et la barre de recherche ici du moteur de recherche, qui est vraiment très simple. Hein. On peut taper BTS, allez, on va faire ce qu'on connaît bien, BTS Rambouillet. Voilà, si j'ai pas fait d'erreur dans les BTS sur Rambouillet, ben voilà, on a les 2 BTS de Bascan qui s'affichent. Le CFA du CEZ de Rambouillet qui est juste à côté de nous. L'ESIM aussi, qui est une école privée mais qui rentre dans Parcoursup. Et il vous suffit à chaque fois, voilà. Donc les premières informations qui sont listées ici, ce sont les taux d'accès. Pour le BTS production électrotechnique, présent sur Bascan, 43% des candidatures ont été retenues. C'est un BTS qui comporte 24 places, donc on a dû recevoir 400 dossiers, hein, pour lesquels nous, en interne, on mène une campagne d'admission avec l'équipe du BTS électrotechnique. On regarde toutes les candidatures, on en écarte certaines, on retient les autres et on les classe. 43% de ceux qui ont demandé ont été admis et ont eu une admission sur notre BTS. Et on voit que 16% de ces 43% sont des bacheliers généraux, 47% technologiques, 37% sont issus de la voie professionnelle. Pour toutes les formations dans Parcoursup, on retrouve toujours le même type d'informations. En ce qui nous concerne, on a détaillé ici les volumes horaires de la formation, discipline par discipline, première et deuxième année, les différentes options, dont les langues vivantes qui sont enseignées à Bascan. On y trouve aussi, et là pour chaque formation et chaque BTS, les compétences attendues au niveau national. Donc là, nous on n'avait pas grand-chose à rentrer. C'est vraiment au plan national que c'est repris. Et puis cette partie ici qui est plus spécifique à Bascan. Formation en entreprise, première période de stage, etc. Là, on est sur des exemples. Les attendus complémentaires de la formation, c'est Bascan qui l'a saisi. En termes de stage, en termes de projet. Des critères nouveaux qui sont arrivés dans Parcoursup, qui sont les critères généraux d'examen des vœux. Comment à Bascan, on vient examiner les dossiers qui nous sont proposés. Et là, puisque nous avons un secteur de recrutement qui touche les 3 filières, on vous dit que pour un bac général, ce qu'on ira regarder, c'est le niveau en maths, en physique. On est sur un BTS scientifique, donc c'est forcément ces 2 disciplines qui vont être prises en compte. Le français, le niveau en français, en culture générale est important, et les langues vivantes. On a à peu près la même chose pour un bac technologique, et évidemment la même chose pour un bac professionnel. Mais quand on fait un recrutement bac général, bac technologique et bac professionnel, on a un nombre de places réservées pour chacune de ces 3 filières d'origine. Ça, c'est tout à fait intéressant. Après, on nous parle de compétences académiques. Le travail en équipe, pour nous, c'est important. L'organisation personnelle des élèves dans leurs études, y compris dans les compétences qui vont être déployées, ce sont des compétences importantes. Voilà, je vous laisse un peu regarder. L'éloignement aussi, hein, à un moment, je vois la communication, savoir s'exprimer, l'expression écrite, les compétences scientifiques, on l'a dit. L'intérêt pour la formation est vraiment un moteur très important. Et la ponctualité, ça va de soi. On est sur une formation professionnalisante. Donc on a un petit peu
ce type d'information quand on va sur Parcoursup pour chaque formation. Et chacun met à jour le profil de sa formation en fonction de ses propres critères. On a, tout à fait intéressant, les données nationales de réussite et d'insertion professionnelle. Le taux de réussite, tout bac confondu, ça a été 87%, pour les bacs généraux 93%. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant de savoir aussi quels sont les niveaux de réussite de ce BTS. Et on a toujours ici, en dessous, et dès à présent, le contact administratif et le contact pédagogique. Donc pour Monsieur Cadel, qui est l'un des professeurs, on peut tout à fait en ce moment le contacter et discuter avec lui via son adresse internet, son adresse mail. Voilà, Madame Beauchesne vous a parlé de CPGE, Bac Pro, on pourrait être de cette sorte. Alors le BUT aussi, qui est, on va en parler tout à l'heure, le BUT, le bachelor. Voilà, on tape un département, on tape une ville, on tape un niveau de formation, et on a là tout un tas d'informations. Voilà, je vous laisserai aller découvrir, c'est déjà actif, ça permet de continuer à mûrir le projet de formation de vos enfants. Alors la deuxième étape, c'est l'étape la plus importante, celle qui nous intéresse au premier chef, puisqu'elle va ouvrir dans quelques jours, 20 janvier, 11 mars, étendue au 8 avril, pour l'inscription sur la plateforme, le renseignement de tous les vœux que l'on souhaite faire, et le 8 avril, jusqu'au 8 avril, pour terminer de renseigner chacun des dossiers qui seront proposés. Alors l'inscription, c'est pas très compliqué pour Parcoursup. Pour s'inscrire, il faudra 2 éléments. Je précise tout de suite que ce sont les élèves qui s'inscrivent, ce ne sont pas les parents. Donc la démarche, elle est vraiment personnelle pour l'élève. Les parents, je vais l'expliquer, vous serez associés, mais ce sont bien vos enfants qui vont s'inscrire. Pour qu'ils s'inscrivent, il leur faut 2 choses. Une adresse mail, une adresse électronique valide, qu'ils ne changeront pas pendant toute la période Parcoursup, donc jusqu'en juillet, ils ne changent pas d'adresse mail en cours de route. Sinon, ils ne recevront pas les informations qui vont leur être adressées par la plateforme. Il leur faut aussi l'identifiant national élève. Cet identifiant, ils l'ont depuis qu'ils sont entrés dans le secondaire en 6e. On le retrouve, cet identifiant, en haut de leur bulletin. Sur leur bulletin de notes, là, depuis qu'ils sont à Bascan, ils ont toujours ce même INE, donc c'est assez facile. On va nous renvoyer aux professeurs principaux la liste des INE de leurs élèves au cas où il l'ait perdu. Donc ils renseignent ça dès qu'ils se connectent, le 20 janvier, et automatiquement, la plateforme va leur délivrer un numéro de dossier. Alors ce numéro de dossier, il faut vraiment le conserver, hein. C'est celui qui permet d'indiquer à la plateforme que c'est bien tel élève qui se connecte. Il aura accès à vraiment une page qui lui est totalement dédiée, avec toutes les informations qui le concernent. En même temps que la plateforme délivre ce numéro de dossier, la plateforme va lui demander un mot de passe. Évidemment, à ne pas oublier. Donc le conseil, c'est de prendre cet écran en photo quand ils en seront à ce niveau-là sur Parcoursup, et toujours bien conserver cette image dans leur portable, de manière à s'y référer. Voilà. Alors, la préconisation, c'est vraiment, quel que soit leur projet post-bac, y compris peut-être tenter une insertion professionnelle, on leur conseille vraiment de créer leur dossier. Quel est l'objectif de ça? Même si on ne participe pas à la procédure Parcoursup 2021, c'est que c'est l'année prochaine, quand ils auront quitté le lycée, quel que soit leur parcours professionnel l'année prochaine, si l'année suivante, ils souhaitent recandidater dans Parcoursup pour réengager une formation, le fait d'avoir un numéro de dossier leur permettra, sans avoir à le créer, de revenir formuler des vœux pour la session Parcoursup 2022. Donc c'est tout à fait intéressant. Pour ceux qui vont participer cette année à Parcoursup 2021, faire des vœux, peut-être partir en formation l'année prochaine, si vraiment c'est pas leur projet, qu'au bout d'une année, c'est pas leur projet de formation, ils veulent se réorienter, le fait d'avoir une fois créé ce dossier, ils s'y réfèrent l'année suivante pour recandidater. Voilà. Et c'est actif tant que l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, voilà, dans un délai raisonnable, ils pourront toujours continuer à s'orienter sur la plateforme. C'est vraiment le seul portail qui leur permettra de mettre des vœux pour l'enseignement supérieur. Donc voilà, sur la plateforme, quand ils s'inscrivent, ils pourront indiquer leur numéro de portable, et c'est là où les parents, vous intervenez au moment où votre enfant
crée son dossier, il peut renseigner l'adresse mail, le numéro de téléphone de ses parents, de sorte que quand la plateforme renvoie des informations au candidat, vous les parents, vous en êtes informés en parallèle. Donc c'est vraiment une phase importante. J'ai envie de vous dire, c'est pas le moment de se brouiller avec votre enfant. Il faut rester en bon terme pour que vraiment cette phase, elle soit vraiment faite conjointement. Et vous, les parents, il faut vraiment que vous soyez derrière eux à chaque moment aussi de la procédure, c'est tout à fait important. Mais encore une fois, c'est l'étudiant, c'est l'élève qui s'inscrit sur Parcoursup. Alors, cette diapo, elle est importante parce elle précise vraiment ce que sont les vœux. Qu'est-ce que c'est que faire un vœu ou faire des vœux sur Parcoursup? Vous aurez 10 vœux généraux à faire qui peuvent être complétés par 10 vœux supplémentaires en apprentissage. Voilà, il faut bien retenir ce chiffre. C'est 10 vœux principaux Parcoursup. C'est ce que je vous ai mis sur la partie droite de la diapositive, de 1 à 10. Il faut savoir, je vous le dis tout de suite, que ces vœux pour la plateforme, ils ne sont pas classés. Nous, on a mis vœu 1, vœu 2, vœu 10, et des sous-vœux, je vais expliquer ce que sont que ces vœux multiples. Parcoursup les considère au même niveau. Je vous expliquerai tout à l'heure comment lui, par un jeu de j'accepte et je refuse, va finir par donner à votre enfant le vœu qui pour lui est prioritaire. Mais ces vœux, quand ils seront saisis, même si, évidemment, quand on va rentrer sur la plateforme, la première case, ça sera dans son esprit vœu 1. Pour la plateforme, c'est un vœu parmi les 10. Il faut vraiment distinguer vœu simple et vœu multiple. Un vœu simple, c'est un vœu. Alors, un vœu, c'est une formation dans un établissement. Je veux faire un BTS électrotechnique à Bascan. En soi, c'est un vœu. Je vais faire une licence STAPS à Orsay, c'est un second vœu. Mais on va voir que pour certains vœux, on parle de vœux multiples avec des sous-vœux. Alors, je vais le détailler dans la diapo suivante qui propose des vœux multiples. Mais quand un élève clique sur un vœu, s'il y a une possibilité de vœux multiples, automatiquement, on va avoir des sous-vœux qui vont apparaître pour détailler et proposer à votre enfant de rajouter des sous-vœux. En fait, un vœu multiple, ça serait de dire je veux faire un BTS électrotechnique et automatiquement, la plateforme va dérouler toutes les possibilités en termes d'établissement. Donc BTS électrotechnique à Bascan, BTS électrotechnique à Versailles, BTS électrotechnique à Paris. Voilà, votre enfant aura la possibilité de saisir 10 sous-vœux maximum pour ce BTS électrotechnique. D'accord? Vœu 3, ça peut être un vœu simple. Vœu 4, hop, BTS avec un vœu multiple par exemple. Classe prépa, c'est du même ordre. Un bachelor universitaire, on peut avoir des vœux multiples. Dès qu'on a une possibilité de vœux, de sous-vœux, de vœux multiples, automatiquement le logiciel proposera à votre enfant de cocher des sous-vœux dans des établissements spécialisés. Alors on n'est pas obligé de compléter 10 vœux, on n'est pas obligé de compléter 10 sous-vœux quand ça sera possible. Attention, c'est ce que je vous indique dans la partie gauche, on ne peut pas faire 10 sous-vœux à chaque fois. On peut faire des sous-vœux dans une limite de 20 sous-vœux au total. Vœu 2, par exemple, 3 sous-vœux. Vœu 3, 4 sous-vœux. Vœu 5, 10 sous-vœux. On pourra comme ça faire des sous-vœux. Il y a un compteur dans Parcoursup qui vous dit où vous en êtes. Mais à 20 sous-vœux, c'est bloqué. Voilà. L'autre notion, c'est la notion de formation sélective et des formations non sélectives. Sont sélectifs les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, les BTS, brevets de technicien supérieur, ce sont des formations sélectives, les bachelors BUT qui succèdent aux DUT, auxquels tous les candidats peuvent prétendre, généraux, technologiques ou professionnels. Bachelor en 3 ans, c'est une formation sélective. Les écoles d'ingénieurs sont des formations par définition sélectives. Les IFSI, les instituts de soins infirmiers, qui préparent au concours, enfin qui préparent au métier d'infirmier et des métiers paramédicaux, formation sélective. Les EFTS, établissements de formation des travailleurs sociaux, assistantes sociales ou assistants sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, on est dans ce domaine-là. Il y en a très peu sur le territoire. Formation sélective. En fait,
sont des formations sélectives. Toutes ces formations ont un nombre, où nous avons un nombre de places limité. Bah, pour faire un BTS à Bascan, BTS électrotechnique à Bascan, c'est 24 places. C'est forcément sélectif, nous recevons 400 dossiers. Ce sont des formations dans lesquelles les candidatures seront classées. Il y a des commissions d'admission qui classent toutes les candidatures qui sont reçues. Voilà, c'est vraiment la spécificité de ces formations sélectives. Et puis toutes les autres, ce sont des formations non sélectives. Par définition, toutes les licences, l'entrée à l'université en France n'est pas sélectif. Et ça, depuis le Moyen-Âge. C'est l'un des grands postulats de l'université française. Il suffit d'avoir le baccalauréat en poche pour postuler à n'importe quelle formation universitaire. Et ça, quel que soit le diplôme et le bac d'origine, générale, technologique ou professionnelle. Il n'est pas du tout interdit à un jeune qui a un bac professionnel maintenance, par exemple, de demander à entrer dans une licence d'histoire. Tant qu'on a de la place à l'université est tenue de l'accueillir. Évidemment, c'est peut-être pas le meilleur des diplômes, le bac, maintenance, pour prétendre à des études, à une réussite dans des études universitaires en histoire. Mais ça ne lui est pas interdit. Et d'ailleurs, sa candidature ne sera jamais écartée. Et il peut évidemment, si c'est son projet et qu'il a les compétences et de l'intérêt pour cette formation, il peut tout à fait y réussir. Voilà, il n'y a pas de limite. Cependant, c'est non sélectif tant qu'une formation universitaire a de la place. Hein. Alors, il y a des formations qui seront en tension. Et tous les ans, c'est un peu la même chose. Seront en tension les études universitaires en médecine. Passent les études de médecine. Seront en tension encore cette année, vraisemblablement, les licences de droit. En tension STAPS, en tension psychologie. Pour ces 4 formations, et peut-être d'autres, s'il y a beaucoup de demandes, par principe, elles accueillent tout le monde. Mais dès l'instant où on a plus de candidats que de places, ces formations deviennent sélectives et elles se mettent à classer les dossiers. Et tout le monde ne pourra pas aller en licence de médecine, ou en STAPS, ou en psychologie, ou en droit. Voilà. Par principe, elles sont non sélectives, mais si on a plus de demandes que de places, on sélectionne les dossiers. Donc en fait, dans les conseils à droite à donner aux élèves, c'est de dire qu'il faut penser à diversifier quand ils font leurs 10 vœux, et avec tous leurs sous-vœux qui y sont rattachés, il faut penser à diversifier les vœux entre formation sélective et formation non sélective. Pour les plus ambitieux d'entre eux qui ne mettraient que des formations sélectives, on leur demandera toujours, nous ici à Bascan, de mettre un 10e vœu sur une formation non sélective. D'être sûr, à un moment ou à un autre, d'être quand même pris dans une formation d'enseignement supérieur. On vous dit qu'en moyenne, l'année dernière, ils ont fait 9 vœux. Hein, ça donne un peu le cadre. Et on vous dit aussi qu'évidemment, il faut éviter de mettre un seul vœu, parce que là, c'est vraiment un pari. On fait le pari qu'on sera pris, mais c'est pas tout le temps le cas. Voilà. Vous pourrez me poser des questions tout à l'heure sur cette partie-là. Un petit focus sur ces vœux multiples avec les sous-vœux dont on a parlé. Évidemment, on est en France, donc il y a toujours des exceptions. C'est un peu la règle. Alors, ces formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu, dans une limite de 20 sous-vœux au total. Bah, ce sont les BTS et les BUT, très clairement. Les brevets de technicien supérieur et les bachelors à l'Institut universitaire de technologie sont regroupés au niveau national. Encore une fois, reprenons l'exemple du BTS électrotechnique. Ben, je pourrais mettre BTS électrotechnique, ça c'est mon vœu, mais j'aurai la possibilité de mettre 10 sous-vœux qui seront regroupés à l'échelle nationale. Donc on peut mettre à Rambouillet, on peut mettre Versailles, on peut mettre Toulouse, on peut mettre Bordeaux et Nancy par exemple. Hein. C'est vraiment des propositions qui seront faites à l'échelle nationale. Les DNMAD, ce sont des diplômes qui préparent au métier d'art, styliste, design, architecture d'intérieur. Là aussi, possibilité de mettre 10 sous-vœux, dans une limite de 20 au total, hein, encore une fois, à l'échelle nationale. Demandez Paris, mais demandez aussi Orléans, demandez Marseille. Les DCG, diplômes de comptabilité générale, de comptabilité gestion, regroupement, il y a des propositions de sous-vœux qui seront faites. Quand on cliquera sur ce vœu, les vœux qui seront proposés seront faits à l'échelle nationale. Pour les classes préparatoires, générales, technologiques ou professionnelles, Madame Beauchesne vous l'a expliqué, possibilité de classe prépa pour les bacheliers professionnels.
le recoupement, il est par voie à l'échelle nationale. Prenons le cas des classes préparatoires maths, physique, sciences de l'ingénieur, MPSI. Quand on clique, on pourra avoir dans les sous-vœux toutes les propositions possibles au niveau du territoire national. Ce faisant, si je fais une fois, c'est vrai pour le BTS aussi, hein, si je demande un vœu multiple BTS électrotechnique, je mets mes sous-vœux, je ne pourrais pas en dessous, dans les vœux qui suivent, remettre BTS électrotechnique avec, encore une fois, 10 autres sous-vœux. Une fois que j'ai fait BTS électrotechnique dans mes vœux, avec mes 10 sous-vœux, je ne pourrais pas redire BTS électrotechnique. Je pourrais redire en dessous et mettre des vœux pour un BTS informatique, par exemple, avec 10 autres sous-vœux, un BTS maintenance. Voilà. Quand je suis dans une filière donnée, je ne pourrais pas, comme ça, continuer à multiplier le même vœu. Ça, ce sont pour des formations qui acceptent 10 sous-vœux dans une limite de 20 au total. À droite, des formations où le nombre de sous-vœux n'est pas limité. Les IFSI, les EFTS, les écoles d'ingénieurs, les instituts de sciences politiques, et puis les universités de médecine en Île-de-France. Là, pour le coup, si je postule en IFSI, je peux mettre les 30, les 40 vœux, les 40 sous-vœux qui y sont rattachés. Il n'y a pas de limite de vœux. Pareil pour FTS. Les écoles d'ingénieurs, ben, j'ai en tête le réseau Polytech, qui est un réseau d'écoles d'ingénieurs, qui compte 36 écoles dans son réseau. Je peux cocher les 36 sans aucune distinction. On a dit tout à l'heure qu'il fallait faire des vœux motivés, des vœux cohérents. Si je coche Marseille, il faut être sûr que je puisse y aller. Parce que si vraiment le système m'affecte à Marseille, il va vraiment enlever tous les autres vœux, pour peu que je l'accepte. Là, j'aurai plus le choix, il faudrait vraiment que j'aille à Marseille. Donc il faut faire attention à la formulation des vœux qui seront faits. Et PACES en Île-de-France, ce sont des études très demandées, très sélectives. Donc là, un élève de l'Académie de Versailles qui demande PACES à Henri Mondor, puisque les études de médecine sont rattachées toujours à des centres hospitaliers universitaires. Mondor, c'est Créteil. Il est même au même niveau, hein, il n'est pas défavorisé parce qu'il vient de Versailles, par rapport à un étudiant qui serait de l'Académie de Créteil. Ça, c'est une spécificité Île-de-France. Ils sont au même niveau, ils ne sont pas bloqués. Voilà. On a cet exemple ici en dessous, BTS, métier de la chimie, il y en a 7 en France. Ben, l'élève peut cocher dans les sous-vœux les 7 BTS un peu partout sur le territoire national. Et tout ça, l'intérêt, c'est que ça ne sera compté comme un seul vœu parmi les 10. Alors qu'en fait, il y en a 7 en dessous. Alors comme c'est un diaporama très généraliste, hein, et puis que ce soir, parmi vous, il y a aussi des élèves et des parents de la voie générale, et d'ailleurs, rien n'interdit qu'un étudiant ou qu'un élève qui ait obtenu son bac technologique, voire son bac professionnel, puisse prétendre. Évidemment, ce n'est pas le parcours idéal. Ces études de médecine, rapidement, un petit focus sur ces études, elles sont de deux ordres hein, pour intégrer médecine. Soit c'est une licence avec une option accès santé, c'est le cas de cette étudiante. Donc là, il faut comprendre qu'elle s'engage dans une licence qui n'est pas une licence de médecine, qui est une licence de chimie, par exemple, c'est son cas ici, je crois. Mais elle ne sait pas, soit c'est chimie, soit c'est pharmacie. Donc elle intègre cette licence LAS, LAS. Chimie, c'est la dominante de sa formation, mais elle aura quand même un module de formation en pharmacie. À la fin de cette première année, si elle valide sa première année, vous savez, en licence, ce sont des partiels, en janvier et en juin. On classe les candidats. Mais si elle le peut, si elle est bien classée, elle valide son année de licence, elle peut entrer en médecine comme elle souhaitait le faire pour faire des études de pharmacie, par exemple. C'est ici sous ma flèche, hein, tout à fait le haut de cette diapositive. Elle n'est pas décidée, elle continue sa licence de chimie. En fin de deuxième année, si elle valide, elle a la possibilité, là, très clairement, de partir en médecine pour faire ses études de pharmacie. Ou alors, elle continue sa licence de chimie. Et puis on arrête. Et elle va sur parcours de chimie. Si cette étudiante, cet élève n'a pas réussi cette première année, elle a la possibilité de redoubler et de retenter médecine si elle le souhaite. Toujours en faisant une licence de chimie, sa majeure. Si vraiment, en deuxième année, elle échoue, elle continue son parcours, si en deuxième année elle échoue, là, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle se réoriente.
Autre possibilité, là on entre vraiment en licence de médecine, passe. La dominante de cette formation, c'est vraiment des études de médecine. Mais on leur demande toujours d'avoir une mineure, autrement dit un module de formation dans un autre domaine. Ici, vous voyez, on a été carrément à l'opposé. Cet élève, Nicolas, s'engage dans des études de médecine, mais il aime la littérature, donc il se garde une porte de sortie en littérature. J'ai envie de dire, ce serait plus cohérent d'avoir quelque chose qui tourne autour de la biologie, de la physique, peu importe. Il rentre dans ses études de médecine en licence, il réussit, il valide sa première année, avec les partiels dont on a parlé, il est admis en deuxième année de médecine, il fait le choix de rentrer en médecine. Il abandonne la littérature. Lui aussi s'interroge encore, pourquoi pas, continuer des études de lettres, je ne sais pas. Il conserve sa mineure en études de lettres, cette formation en lettres, même si, encore une fois, l'axe de cette formation est médecine. Il poursuit en lettres, en fin de deuxième année, pardon. Il valide son passage en médecine, il fait des études de médecine, il abandonne là vraiment ses études de littérature. En revanche, dans le cas de Nicolas, contrairement à la licence tout à l'heure, dans ses études vraiment et dans ce parcours accès santé, passe. S'il échoue, S'il échoue en fin de première année, lui, par contre, n'a pas le choix. Il doit se réorienter. Il ne peut pas se réinscrire en LAS ou en PASS. Il doit vraiment se réorienter pour faire d'autres études. Il avait à son crédit une mineure, une formation en littérature. Il peut tout à fait, là pour le coup, poursuivre en littérature. Il doit se réinscrire dans Parcoursup. Voilà pour ces études très particulières. C'est la nouveauté 2021, le bachelor universitaire de technologie qui remplace le DUT, le diplôme universitaire de technologie. C'est la nouveauté 2021 qui est tout à fait intéressante. Et ça, pour tous nos élèves généraux, bacheliers généraux, technologiques ou professionnels. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé le DUT qui était une formation en 2 ans par une formation en 3 ans. Donc là, c'est tout à fait intéressant. Un élève qui intègre ce bachelor est garanti de faire 3 années d'études universitaires de technologie. Il passera toujours le diplôme, hein, le DUT en fin de deuxième année. Il pourra d'ailleurs partir dans la vie active avec un niveau assez satisfaisant sur le marché de l'emploi. Mais s'il le souhaite, il a la possibilité, sans autre examen à passer, de passer en 3e année et être considéré au même niveau que les licences qui sont passées à l'université. Vous voyez, là, on est dans l'harmonisation des systèmes de formation européens, parce que il n'y a qu'en France où on a des diplômes à Bac+2, comme le BTS ou les classes prépa, et autrefois les DUT. Là, on est vraiment dans le process LMD, hein, l'harmonisation des diplômes universitaires à l'échelle européenne, L pour licence, M pour master et D pour doctorat. Donc voilà, des jeunes qui s'engagent à l'IUT vont avoir un parcours à Bac+3 professionnalisant, donc c'est forcément intéressant parce qu'on est vraiment directement employable sur le marché de l'emploi au cours de leur formation qui se passe à l'IUT, hein, l'IUT de Rambouillet par exemple, pour les formations tertiaires, l'IUT de Vélizy, qui sont tous deux rattachés à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles. Ils ont la possibilité, voilà, en 3 ans, d'obtenir leur diplôme et peut-être à ce moment-là de partir dans la vie active avec un très bon niveau de formation, professionnalisant, avec des stages. Une bonne partie d'entre eux, d'ailleurs, sont recrutés directement après leur bachelor. Pour certains d'entre eux, ils ont aussi la possibilité de partir en master. Bac+5, hein, 4 et 5. Doctorat par la suite. Là, pour le coup, à Bac+3, dans le schéma qui vous est indiqué ici, les pointillés, à Bac+3 pour aller en master, c'est une sélection sur dossier. Hein, c'est pas automatique. Donc voilà, c'est vraiment, tout le monde croit beaucoup à ce nouveau diplôme. Un bachelor, c'est vraiment un très très bon niveau. Le fait que ça arrive dans Parcoursup, c'est vraiment tout à fait satisfaisant. Voilà, un petit focus sur les secteurs géographiques pour vous dire simplement et en un mot que n'importe où, n'importe quel étudiant en France peut demander n'importe quelle formation sur le territoire national. On a dit tout à l'heure qu'en Île-de-France, tous les élèves étaient considérés au même niveau quand ils sont en licence, qu'on soit de l'Académie de Versailles, l'Académie de Créteil ou l'Académie de Paris. Donc c'est vraiment un plus pour les élèves de la région Île-de-France. Ils sont nombreux, avec des formations en tension. Juste une petite nuance aussi, le recteur peut s'accorder le droit
quand il a des formations en tension dans son académie, de se dire, moi, le recteur de Versailles, je limite 75% des places seront réservées aux étudiants de l'académie de Versailles, 25% pour les jeunes qui sont issus d'autres académies. Voilà, mais c'est la même logique que tout à l'heure, ça ne va concerner que des formations en tension, hein. Quand on a beaucoup de demandes pour une formation, psycho, STAPS, médecine ou droit, les recteurs des académies franciliennes peuvent très bien dire, nous, on va limiter à 75% de places pour nos étudiants de nos 3 académies, 25% des places étant ouvertes à des étudiants qui viennent d'autres académies. La césure, alors la césure, elle ne concerne que les licences, elle ne concerne pas les formations sélectives, BTS, BUT, classes préparatoires ou les grandes écoles. Elle ne concerne que les élèves qui vont postuler à l'université pour suivre des licences, dans les 3 années de licence. Alors la césure, c'est l'idée de se dire, je postule en Parcoursup, je suis admis dans une licence. Cette licence, il est possible d'avoir une année de césure, une année de coupure, qui m'intéresse, moi, hein. Je veux faire des études de langue étrangère, par exemple, LEA, langue et études appliquées, langue étrangère appliquée, en anglais, par exemple. Et bien, il peut être intéressant dans ces 3 années d'études de se consacrer une année, la première, certainement, pour aller découvrir ce qu'est la culture anglaise. En Angleterre, avec le Brexit, je ne sais plus, mais en tout cas, dans un pays anglophone, ça peut être tout à fait cohérent de vouloir partir une année à l'étranger, découvrir la langue, se perfectionner dans la langue et la culture étrangère, et revenir ensuite en France pour faire ces 3 années d'études en licence. Ben, certaines formations proposent cette césure. La césure, quand on la demande dans Parcoursup, ça n'est pas vrai pour toutes les licences, hein. Il faut vraiment que l'université vous le propose. C'est clairement déposer un dossier dans Parcoursup qui est examiné par une commission universitaire qui se prononce, oui ou non, en fonction du projet de l'élève, et qui, si elle est acceptée, permet à l'élève de partir une année à l'étranger et de revenir l'année d'après et d'engager son parcours de formation. Il n'a pas à recandidater. Sa place lui est réservée. Donc c'est tout l'intérêt de cette césure. Elle se demande dans Parcoursup, une commission examine sa demande de césure, hein, qui est une année pour un semestre universitaire ou une année, 6 mois ou un an. Si elle est acceptée, il est garanti de trouver sa place quand il revient. Il part faire sa césure à l'étranger, il revient, il a une place garantie. Il faut évidemment que ce projet de césure soit cohérent par rapport à la formation qu'il demande. Ce n'est pas une année pour aller voir du pays à l'étranger. Là, on est bien d'accord. Pour des BTS, pour des classes préparatoires, il n'y a pas de modalité de césure. Donc si vraiment le jeune veut aller une année à l'étranger pour découvrir un domaine particulier, eh ben, malheureusement, voilà, il n'est pas garanti par faire son année, son projet à l'étranger pendant un an. Quand il revient l'année suivante, il doit s'inscrire, se réinscrire dans Parcoursup. Là, la place lui est pas garantie. C'est pas, au sens de Parcoursup, une année de césure. Ça n'existe pas pour des classes et des formations sélectives. Du 11 mars au 8 avril, alors je rappelle que le 11 mars, minuit, 23h59, on est derrière les systèmes informatiques. À minuit, c'est clos. Votre enfant ne pourra pas rajouter de vœux à partir du 11 mars ou du 12 mars, une minute en fait, hein. Minuit et une minute, c'est terminé. Par contre, il devra confirmer ses vœux et compléter son dossier. C'est ce qu'on est en train de se dire, on va regarder à quoi ça ressemble. Alors, compléter son dossier dans Parcoursup, c'est déposer son projet de formation motivé. C'est pas au sens littéral une lettre de motivation. En fait, pour chacun des vœux, une zone apparaît qui, je crois, leur permet de saisir 200 caractères, à vérifier, ou 200 mots, je ne sais plus. C'est limité, c'est vraiment à déposer, hein, il faut taper dans cette zone. Il va falloir qu'il dépose sa motivation. C'est ce qui fait l'objet de sa motivation pour telle formation, hein. Il faudra le faire pour chacun des vœux. Alors, j'ai envie de vous dire, comment on peut s'y prendre? Comment on peut les aider par rapport à ça? Il peut voilà, mettre un éditeur de texte, hein, Word. Il peut taper son projet de formation et de motivation. Évidemment, il se sert du correcteur orthographique. Vous, parents, vous allez regarder derrière qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Copier, coller sur la plateforme. Voilà, c'est ça, ce projet de formation motivée. Alors, pour construire
ce petit paragraphe, hein, encore une fois, c'est 10 lignes. S'il peut mettre des éléments qui montrent qu'il s'est intéressé à la formation, c'est un plus. S'il peut dire qu'il a été aux portes ouvertes, qu'il a été voir sur le site que cette formation en particulier l'intéresse parce que on propose ça et que lui, dans son projet, il veut faire ça, etc., etc., plus il va personnaliser, plus il va motiver son choix, plus ça va être regardé, parce que c'est regardé aussi, évidemment. Hein. Voilà. Il y a une rubrique préférences et autres projets, obligatoire. Là aussi, c'est une zone, 10 lignes, hein, les 200 mots dont on a parlé, qu'il va devoir compléter. J'ai des diapos derrière qui vous précisent ça. Des pièces complémentaires pour certaines formations. Certaines formations peuvent demander des attestations, je ne sais trop lesquelles, mais peuvent demander des attestations particulières, peuvent demander un CV. Ah ben, ce qu'on ne le fait pas. Mais certaines demandent un CV, par exemple, ou des attestations particulières. C'est vraiment variable d'une formation à l'autre. Il y a une rubrique activités et centres d'intérêt. Celle-là, elle est facultative. Mais on va voir qu'il est intéressant malgré tout de la compléter. C'est dans cet espace-là, pareil, 200 lignes, on ne pourra pas mettre de pièces jointes, hein, malheureusement, mais nous, on va leur délivrer à nos élèves des attestations qui vont dire qu'ils ont été délégués de classe, par exemple, qu'ils ont participé à tel projet dans leur établissement, qui va montrer leur engagement. Et donc le lycée fait ça, mais des associations peuvent faire ça, des clubs sportifs. Pour un élève qui veut s'engager dans des études d'éducation physique, STAPS, dont on a dit qu'elles étaient très sélectives, bah, s'il peut dire dans cette partie-là, centre d'intérêt et activités annexes, qu'il est entraîneur de foot au club de Rambouillet, bah, c'est un plus, très clairement. Hein, quand il sera question pour les universités de sélectionner pour STAPS les candidats, bah, celui qui a déjà une expérience d'animation, celui qui a déjà une expérience d'encadrement pour ces formations, c'est clairement un plus. Il y a aussi une partie attestation, l'attestation de passation du questionnaire pour certaines licences, en droit et en sciences. Quand on fait des vœux pour du droit et pour des sciences, automatiquement, Parcoursup vous envoie sur un autre dispositif informatique, on appelle ça des MOOC, hein, ce sont des plateformes qui valident des compétences. Votre enfant devra cocher, hein, en général c'est vraiment des QCM, hein, on vérifie son niveau de connaissance et d'intérêt pour la formation. On sait qu'en droit et en sciences, il y a beaucoup de demandes. Donc votre enfant, sur cette plateforme numérique, voilà, des questions lui sont posées, il répond, et à la fin, il a un résultat, et on lui délivre une attestation. Pour valider son vœu dans Parcoursup, il devra là, pour le coup, déposer cette attestation qui précisera qu'il a bien suivi et passé cette attestation, ou cette forme d'évaluation en fait. Alors l'intérêt, c'est que ces résultats n'appartiennent qu'à l'élève, elles ne sont pas transmises à l'université. Ça c'est clair. Hein. Aux autres universités en tout cas. C'est vraiment personnel. Vraiment, c'est une attestation qui dit qu'il a suivi ce processus, en tout cas, de validation de son projet. Voilà. On redit bien que c'est avant le 8 avril. Si toutes les pièces ne sont pas déposées, le vœu ne peut pas être confirmé. Si le vœu n'est pas confirmé, il est ignoré. Donc voilà, on a un peu de temps, du 11 mars au 8 avril, on n'attend pas le dernier moment, ni le 11 mars pour s'inscrire, ni le 8 avril pour compléter son dossier. On s'y prend un peu avant. Alors sachez aussi que pour chacune des phases dans Parcoursup, nous, au lycée, on voit exactement où ils en sont de leurs inscriptions. Les professeurs principaux et toute l'administration voit exactement où ils en sont. On les laisse faire, puisque c'est une inscription individuelle. Les professeurs principaux vont reprendre tous ces processus en classe, mais c'est à eux de s'inscrire. Hein. On ne va pas les prendre par la main collectivement, encore que certains professeurs leur proposeront peut-être. Hein. Et c'est vraiment une inscription individuelle. Simplement, nous, on reprend la main par rapport à tout ça une semaine avant le 11 mars. Si vraiment ils ne se sont pas encore inscrits, ils n'ont pas créé de dossier Parcoursup, on les fera venir avec les CPE, on les fait venir et on essaie de comprendre pourquoi ils n'ont pas fait de vœux. Si c'est un oubli, bah avec nous, ils vont le faire, hein, très clairement. Et si vraiment c'est parce que ça correspond à d'autres projets, départ dans la vie active, césure ou école privée, voilà, même si encore une fois, on leur conseille de créer leur dossier, quoi qu'il en soit. Pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il en soit. Avant le 11 mars, et on vérifiera bien que pour le 8 avril, ils aient bien déposé toutes les pièces sur la plateforme. Il n'y a pas d'élèves à Bascan qui passent à côté de ce processus. Et en même temps que nous, on va aller solliciter, la plateforme Parcoursup
va leur renvoyer des informations sur leur adresse mail, en SMS, sur leur portable, voire, on va le voir, il y a d'autres technologies en téléchargeant l'application sur leur téléphone portable, sur sur tous ces supports numériques, ils vont être informés et comme vous, parents, votre enfant vous inscrit également avec lui, vous recevrez les mêmes informations au même moment. Préférences et autres projets obligatoires pour chaque candidat. Là, c'est vraiment spécifique à chaque candidat. L'université, les écoles ne le voient pas, ce qui est renseigné là. Ces informations, elles sont nécessaires à cette commission, la CAES, Commission d'accès à l'enseignement supérieur. Le jeune explique vraiment son projet. Je veux faire un BTS électrotechnique parce que voilà, c'est un univers qui m'intéresse, j'ai fait tel projet, etc. C'est vraiment ce projet que je souhaite faire. Si c'est pas un BTS électrotechnique, je suis aussi intéressé par l'informatique. Enfin, il précise vraiment un peu son projet de vie, son projet professionnel, au cas où il n'aurait pas de proposition Parcoursup. Parce qu'à ce moment-là, se déclenche la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur qui prendra contact avec lui et qui va lui faire des propositions. D'accord? Ça ne sert que dans ce cadre-là. Alors l'intérêt, c'est qu'évidemment, c'est pas vu par les écoles, les universités, par les formations d'accueil. C'est vraiment entre Parcoursup et votre enfant pour préparer éventuellement la prise en charge de la CAES s'il n'avait pas de proposition d'admission. Mais je ne veux pas être vous inquiéter, hein. Ça ne concerne que quelques élèves. Le fait que certains n'aient pas de proposition en Parcoursup, rappelez-vous que 96, 90 et 80% des bacheliers, toute origine confondue, ont des propositions d'admission. Mais pour l'Académie de Versailles, on a peut-être 200, 300 jeunes qui, au bout du processus, le 16 juillet, n'ont pas de possibilité d'admission dans l'enseignement supérieur. C'est là où, début juillet, intervient la CES pour leur proposer des places qui seront restées vacantes. Il y a des formations qui ne font pas le plein. Et voilà, cette commission va examiner un petit peu le profil de votre enfant pour lui faire des propositions sur les places vacantes. Rubrique activités centre d'intérêt, on en a parlé. C'est vraiment à renseigner. Nous, encore une fois, à Bascan, tout ce qui peut valoriser leur candidature, on va leur remettre des attestations. Si on leur demandait vraiment une confirmation à un moment ou à un autre de leur parcours, mais eux, qu'ils n'hésitent pas aussi, vous voyez, leur investissement et leurs engagements dans la vie lycéenne, pour les engagements associatifs, accorder de la réussite et autres, tout ce qui peut vraiment valoriser leur candidature et la différencier de celle de leurs camarades. Voilà. Tout ça se fait sur la plateforme avec des zones de saisie. Alors, qu'est-ce qui va remonter dans Parcoursup? Ça, c'est ce que eux vont renseigner. Quelles sont les informations qui sont renseignées et remontées par le lycée? Il y a la première partie, la partie de gauche, les bulletins scolaires. Ils le savent. Leurs notes, leurs bulletins scolaires depuis les classes de première remontent dans Parcoursup. Les 3 trimestres, s'ils sont en trimestre ou en semestre, de première sont déjà dans la plateforme. Là, on va faire les conseils de classe dans les 15 prochains jours. Quand les conseils de classe seront passés, on va faire remonter de manière numérique, télé-numérique, leurs bulletins. On va aller voir à quoi ça ressemble dans la plateforme. Et puis, il y a une deuxième partie de ces informations qui sont remontées, qui est la fiche à venir. On va voir à quoi elle ressemble. Ce sont des informations qui sont produites par l'établissement, par les professeurs de la classe, le proviseur adjoint, qui remontent dans la plateforme pour chacune des candidatures et pour chaque vœu, pour chacun de vos enfants. Alors, le mieux, c'est d'aller regarder à quoi ça ressemble. Voilà très précisément ce qu'est, alors ça arrive sur mon autre écran, que voilà. Alors pourquoi j'en ai à vous présenter? C'est parce que nous avons des BTS, MCO, Management des unités commerciales, ou BTS électrotechnique, ici c'est MCO. Voilà. Et ça, quelle que soit la formation, ce à quoi ressemblent les informations qui sont remontées dans Parcoursup. Et chaque formation a comme ça, vous voyez, c'est quand même 4 ou 5 pages par candidat. Pour chacune de nos formations, nous recevons les candidatures sous ce format-là. On y voit quoi? La formation d'origine, ici, pour ce BTS, c'était un élève qui était issu de terminale économique et sociale. On voit même le lycée de Chevreuse. On y voit ses langues vivantes, on y voit les notes
de première, les épreuves et les examens qui ont été passés en première, pour l'essentiel dans la voie générale, puisque c'est un élève de la voie générale, la note de l'épreuve de français à l'écrit, à l'oral, les TPE dans la voie générale qui viennent de disparaître avec le nouveau bac, enfin toutes les épreuves qui ont été passées pour le bac, qui comptent pour le bac, qui ont été passées en fin de première. Le bac, lui, les épreuves terminales de terminale du bac arrivent en juin, donc ça n'est pas présent. On y voit tout le parcours de l'élève, première, terminale, quelles étaient les classes, les départements dans lesquels il a été scolarisé. Voilà, on n'a pas plus d'informations que ça. Et ben voilà, on y est. Voilà les notes de terminale. Vous voyez un peu ce qu'on peut voir? Alors là, c'est un établissement qui fonctionne en trimestre, donc au mois de mars, quand ça remonte, nous on fait remonter ça à partir, voilà, quand ils ont terminé la saisie des vœux, entre le 11 mars et le 27 mai, nous on a un délai pour faire remonter tout ça, plus la fiche à venir. Donc on y voit sur les bulletins la moyenne de l'élève, la moyenne de la classe, la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse. Ces moyennes ne sont pas coefficientées, hein, selon les disciplines. Ce sont les notes brutes. Mais ça donne déjà pas mal d'informations. Vous voyez qu'un élève qui a 8,50 en éco approfondi ici, pour une moyenne de classe à 12,53, bon, c'est pas exceptionnel, hein, il est en dessous de la moyenne de la classe. On voit la note la plus basse et la note la plus haute. Alors tout ça, c'est regardé avec beaucoup d'attention par les commissions d'admission pour les filières sélectives BTS, classe prépa, BUT et les écoles. C'est regardé avec beaucoup d'intérêt, c'est classé, c'est trituré dans tous les sens pour classer les dossiers. Ce qui est regardé aussi, croyez-moi, c'est vraiment fait avec beaucoup d'intérêt, ce sont les appréciations. Un premier résultat insuffisant, c'est bien dommage, Gabriel est capable, etc., etc. Et là, évidemment, on parle des appréciations qui peuvent être vraiment à l'encontre du candidat. Et encore une fois, on est capable de lire. Quand je vois en histoire géo pour cet élève au premier trimestre, mais prenons le deuxième ici, j'ai eu la première hier, élève sympathique, dit le professeur, mais qui a totalement abandonné la matière. Bon, ben, j'ai envie de dire que ce candidat, j'espère pour lui qu'il ne demande pas une licence d'histoire géo, enfin une classe prépa en histoire ou en géographie, parce que là, de fait, il a abandonné l'histoire géo. Malheureusement, si c'est pour demander Bascan en MCO, c'est quand même l'histoire géo, c'est quand même quelque chose qu'on va aller regarder. Donc, ben voilà, c'est un peu moyen. 5,76, la moyenne de la classe est à 10. Hein. Vous voyez un peu le genre d'informations qu'on peut retrouver. On a l'appréciation du conseil de classe qui est au pied de ce bulletin-là. On n'a pas les absences et on n'a pas les punitions et tout ça. Tout ça, ça disparaît. Il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Mais évidemment, si une appréciation pointe le fait que l'élève est absent ou est absentéiste, c'est quand même regardé et compris comme ça doit être compris. Il ne faut pas se tromper. Et puis, alors ça, c'était l'année de terminale. Et on a la même chose. Là, c'était les 3 trimestres de l'année de première. Voilà. Et quand on a autour de la table, même si on a 400 dossiers pour Bascan, ou 2000 dossiers parfois pour demander médecine à Orsay, hein, c'est de cet ordre-là, il y a suffisamment de personnel et de professeurs qui regardent les dossiers et qui les reclassent après avoir regardé les notes, hein, en fonction de la motivation du projet de l'élève. Voilà. Alors la fiche à venir aussi, ce qui est remonté, c'est ça. Dans chaque discipline, en terminale, le professeur vient mettre une appréciation qui normalement n'est pas ni le premier ni le deuxième trimestre. Là, c'est un peu une exception. C'est vrai que nous, on a la possibilité en lycée de dire, dans cette fiche à venir, tu fais l'agrégation des trimestres 1 et 2. C'est pas ce qu'on fait à Bascan. À Bascan, on demande au professeur de remettre une appréciation pour chacune des disciplines. Et puis, on retrouve la moyenne de l'élève par rapport à son groupe. Cet élève avait 15,25, donc il était le cinquième. Là, on a le rang dans un groupe de 11 élèves. Cet élève est 28 sur 35 en mathématiques. Autant dire avec 7,54 que c'est pas très bon. Et chaque formation regarde ça de manière très précise. On a encore d'autres informations en dessous qui est complétée par le professeur principal, qui est débattu, présenté en conseil de classe sur la méthode de travail satisfaisante. On a en général, vous savez, 3 critères. Hein. Ça va de très satisfaisant, satisfaisant. Et le troisième critère, je crois que c'est peu convaincant ou réservé. Vous voyez, c'est un peu les 3 domaines. Pour lui, satisfaisant, l'autonomie satisfaisant. On peut rajouter d'autres éléments d'appréciation, capacité à s'investir satisfaisant, esprit d'initiative. Ben voilà, nous, il est clair que quand un jeune est engagé au lycée dans une association comme délégué,
on mettra une appréciation. S'il n'y a pas matière, on mettra rien. L'appréciation littérale du chef d'établissement, on fait ça pour tous les élèves du lycée, nous trois, là, avec Madame Martin Timoléon et Madame Guette. On fait ça pour chaque élève du lycée et pour chacune de leurs formations. Et des fois, on peut nuancer. Hein. Si c'est pas le même BTS qui est demandé, on peut avoir une appréciation différente. Mais je vous dis tout de suite qu'à ce stade, on met vraiment des appréciations bienveillantes. On pourrait vraiment dire à la marge que voilà, ce projet très ambitieux nous semble un peu difficile à atteindre quand le niveau d'élève est un peu faible. Mais jamais on ira dire c'est vraiment pas possible, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas des discours qu'on peut tenir. Donc les appréciations que nous mettons, elles sont toujours très bienveillantes. Voilà, on est au bout. Cohérence du vœu avec le projet de l'élève, très cohérent. Capacité à s'investir très satisfaisante. Le niveau de la classe qui dit aussi beaucoup de choses sur le niveau de l'élève lui-même. Hein. Très satisfaisant comme c'est ici dans une très bonne classe. C'est vraiment un candidat sur lequel on peut s'appuyer, malgré les petites remarques négatives qu'on a pu lire. Voilà ce qu'est la fiche à venir. Et voilà ce que nous voyons pour tous les candidats qui postulent à Bascan. Mais dans les autres établissements, c'est la même chose. Un petit focus sur l'accès des bacheliers professionnels en BTS. J'ai eu l'occasion de leur dire à plusieurs reprises, ils ont fait un bon choix quand ils se sont engagés dans un bac professionnel. Parce que s'ils demandent un BTS et si le conseil de classe émet un avis favorable sur la candidature, il est automatique qu'il soit pris dans un BTS. Peut-être pas le BTS à Bascan, il n'a pas le choix du secteur géographique, mais Parcoursup lui devra, et l'État français lui doit une place en BTS. Il n'y a que pour le bac professionnel où c'est possible. Ça n'est pas vrai pour un bac général ou un bac technologique. Pour un bac pro, si le conseil de classe émet un avis favorable sur ses candidatures, sur toute ou partie de ses candidatures, il est sûr d'être pris en BTS. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du bac pro par rapport aux autres. Hein. Mais on le redira, mais ayez ça à l'esprit pour les parents ce soir de la voie professionnelle. Je continue, on posera des questions ensuite. La dernière phase, celle que tout le monde attend. Hein. Ils ont postulé jusqu'au 11 mars. Ils ont renseigné leur dossier, complété leur dossier jusqu'au 8 avril. La dernière phase, c'est la phase d'admission, la plus importante, du 27 mai au 16 juillet. Alors, on va détailler un petit peu comment tout ça se passe. Quand le 27 mai, tous les élèves qui sont inscrits dans Parcoursup, tous les élèves vont recevoir des propositions d'admission. Ils ont un temps pour répondre. Il faut bien comprendre que Parcoursup fonctionne en continu. Ils vont recevoir des propositions le 27 mai, mais le 28, peut-être le 29, peut-être le 2 juin. À mesure que des places vont se libérer, les élèves reçoivent des propositions d'admission auxquelles ils doivent répondre dans un temps et un délai imparti. C'est ma partie droite. Le 27 mai, ils ont 5 jours pour répondre. Et s'ils ne répondent pas, pouf, ils sont démissionnaires. À partir du 28 mai, le lendemain, s'ils reçoivent des propositions, ils ont 3 jours pour répondre. Et ils ont tout intérêt à respecter vraiment ce délai. Alors voilà, ne stressons pas. Encore une fois, le système informatique va leur renvoyer des notifications, des messages, et vous, parents, aussi, vous recevrez en temps réel les mêmes messages qui leur indiquent « Attention, vous avez 3 propositions d'admission, il vous faut les confirmer ou les refuser. » Bon, il y a rarement des couacs à ce niveau-là, hein. Ça n'existe pas. Ils sont tellement renseignés et informés. Évidemment, après, on peut ne pas répondre parce que finalement, les propositions qui sont faites ne vous intéressent pas. Ok, démission automatique. Mais il faut vraiment, à chaque fois, confirmer en temps et en heure. Et c'est un processus continu du 27 mai au 16 juillet. Voilà, ça c'est le préambule pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, ça, c'est une autre diapositive très importante qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Vous l'aurez, on l'a dit sur Pronote. Comment peuvent répondre les établissements? Et vous voyez que si c'est une formation sélective, BTS, BUT, classe prépa, ici, des écoles, les réponses qui peuvent être données à l'étudiant, à l'élève, elles sont de 3 types. Hein, quand il va se connecter le 27 mai pour voir s'il est admis. La formation peut lui répondre « Oui, il était bien classé dans les commissions d'admission de ces écoles. Il a une proposition d'admission. » Qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai envie de dire, s'il l'a mis, c'est qu'il l'accepte. Hein. Donc il peut accepter et vraiment refuser, je ne sais pas vraiment pourquoi en fait. Hein. Mais il peut renoncer. Donc il doit répondre.
il a une proposition d'admission, il doit répondre. Il peut être en attente d'une place. Son dossier a été retenu, mais il est en liste d'attente. Que peut-il répondre, lui, quand il reçoit cette notification en attente d'une place? Eh ben, il peut maintenir ce vœu, cette place m'intéresse, je la maintiens, ou alors y renoncer. Bon, ok, finalement ça ne l'intéresse plus, il peut renoncer. Mais il l'a mise quand même dans les 10 vœux avec les 10 hein, les réponses qu'il reçoit, il reçoit des réponses sur ses vœux et ses sous-vœux aussi. Hein. Tout ça, il reçoit ça le 27 mai, le 28, encore une fois en flux continu. Donc il peut décider de se maintenir, c'est-à-dire que je continue à rester dans Parcoursup pour concourir sur cette place, ou je renonce. Et, modalité qui n'existe que pour les formations sélectives, il peut recevoir une proposition qui est non, une non-proposition d'admission. En fait, ça dit simplement que ce dossier n'a pas été retenu. C'est ce que je vous expliquais dans les commissions d'admission. Sur les 400 demandes que nous recevons pour nos formations, on en classe 300 auxquelles on dit oui, puis la première, la deuxième, etc. Et puis il y en a une centaine qui ne sont pas conformes ou trop faibles. Une formation ne peut être pas conforme, par exemple, pour un BTS électrotechnique, pour un jeune qui vient de bac pro cuisine, par exemple. On est vraiment dans des formations diamétralement opposées. On dira non, c'est pas du tout le bon projet. Hein. On peut avoir ce genre de propositions qu'on va écarter. Et puis des notes aussi. Hein. Vraiment, le niveau est trop faible, il ne s'en sortira pas. On n'accepte pas cette candidature. Donc c'est non. Et lui verra qu'on a refusé sa candidature. D'accord? Ça, ce sont les réponses qu'ils reçoivent pour des formations sélectives. Formation non sélective. On a dit tout à l'heure que par principe, à l'université française, tout le monde peut rentrer. Donc vous voyez, jamais on aura un non ici. Il n'y a pas de non. Il peut avoir comme proposition, oui, proposition d'admission directe, il doit accepter, a priori. Y renoncer, je ne sais pas bien pourquoi, mais par principe, il accepte, évidemment. On va voir qu'il y a une nuance tout à l'heure. Oui, si, en licence, à l'université, la proposition, il y a ce genre de proposition, oui, si l'élève suit un module de préparation au mois de juin, par exemple, sur un support numérique. Donc il doit s'engager. Hein, c'est 50 heures de formation numérique en juillet pendant les vacances. Voilà. Oui, si l'élève accepte de suivre un semestre de préparation pour se préparer à cette formation. C'est notamment vrai pour des formations d'art très spécifiques, par exemple. On peut tout à fait accepter un jeune qui a un cursus scientifique, mais bon, s'il veut partir dans les métiers de la mode, on peut peut-être comprendre que la formation exige de lui qu'il y ait peut-être un module de formation à l'histoire de l'art, ne serait-ce que ça. Oui, si, il est accepté, mais à condition que. Ou alors, en attente de place, comme tout à l'heure. Alors, quand on a ce genre d'informations hein, sur Parcoursup, de réponses, en attente de place, en même temps, c'est-à-dire qu'il est en liste supplémentaire, en même temps, on voit son rang. Il voit son rang sur la liste supplémentaire. Il y a 500 places, voilà, admettons, dans la licence, il est 200e sur liste supplémentaire. On se dit, jamais il passera. Oui, mais ça, on ne sait pas, en fait. Il voit son rang sur la liste supplémentaire, et juste à côté, Parcoursup lui indique aussi le rang du dernier admis de l'an passé. Donc lui, il est 200e, mais si à côté, il voit que le dernier admis l'an passé, c'était le 500e, il a de fortes chances de rentrer. Alors, pourquoi il n'a pas le 27 Le 27, tout le monde demande des places, donc le système est saturé. Mais dès le premier jour, les gens vont accepter ou refuser les candidatures. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, de fait, le 28, il y aura des places qui seront libérées. L'algorithme tourne toutes les nuits. Toutes les nuits, pour tous les candidats, leur fiche est mise à jour par le système informatique. Et le lendemain, il était en attente sur certaines formations. Le lendemain, des formations peuvent se découvrir et lui proposer des admissions. Vous voyez? Et ça, c'est vrai jusqu'au 16 juillet. Hein. Donc, j'ai envie de dire que plus le temps passe, moins on trouve de place, hein, bien entendu. Mais vraiment, c'est en continu. Et dans les premiers jours de Parcoursup, ça va assez vite. Mais des candidats reçoivent des propositions d'admission jusqu'au 16 juillet. Voilà. C'est important de comprendre cette diapositive et les types de réponses qui sont faites. Alors, il y a une question qui nous taraude tous, mais comment fait le système informatique pour finalement donner à mon enfant le vœu qu'il souhaite? On a dit tout à l'heure avec Madame Denville que quand en même temps qu'ils sont en train
Madame Beauchesne d'ailleurs, en même temps qu'ils sont en train de remplir Parcoursup, comme on a dit que tous les vœux étaient au même niveau, lui, on lui conseille en même temps sur une feuille à côté, ben voilà, dans ma tête, ça c'est vraiment la première des formations que je souhaite intégrer. Puis là, celle-là en 2, celle-là en 3, parce que quand il devra choisir, il faudra aller vite. Alors comment ça fonctionne Parcoursup, puisque finalement c'est pas classé? Ben voilà, je vous ai reproduit ici les 10 vœux. Alors, imaginons les sous-vœux derrière, hein. C'est le même fonctionnement. Sachant que pour lui, c'est le vœu 3. C'est le vœu préférentiel, la petite étoile. Hop, je clique. Le 27 mai, voilà les réponses qu'il reçoit. Le vœu 1, il est en attente. Bon, d'accord. Le vœu 2, proposition d'admission. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, cette école, cette formation est prête à l'accueillir. Le vœu 3, il est en attente. Le vœu 4, c'est une formation sélective, on lui a dit non, ton dossier est trop faible, enfin je sais pas, on lui dit pas. En tout cas, la formation lui répond que son dossier n'est pas retenu. Vœu 5, proposition d'admission. Il va falloir qu'il réponde. Le vœu 6, en attente, le vœu 7 en attente, le vœu 8, sélectif, on a dit non, 9 et 10 en attente. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est qu'à chaque fois qu'un élève a une proposition d'admission, il doit répondre. Donc ici, si on s'est bien compris, le vœu 2, proposition d'admission, et le vœu 5, proposition d'admission. Le système Parcoursup va lui demander de choisir parmi ces deux-là. Vous comprenez? Et c'est là où l'écrémage se fait. À chaque fois qu'il reçoit des propositions d'admission, il doit se prononcer. J'accepte ou j'accepte pas? Et il n'en sortira pas tant qu'il n'aura pas répondu. Donc, votre enfant, dans ce cas-là, devra choisir l'une ou l'autre de ses vœux, de ses formations, le vœu 2 ou le vœu 5, et forcément refuser l'autre. C'est ce que je vous explique ici. Ben pour lui, c'est le vœu 2 qui l'emporte. Donc il dira oui au vœu 2, et de fait, il devra renoncer à l'autre. Vous voyez? Par ce biais, par ce jeu-là, à mesure que le processus va se dérouler, il va accepter une formation et il va en écarter d'autres. Quid des autres formations? Ben, le vœu 1, ça l'intéresse toujours, il se maintient. Le vœu 3, il se maintient. Il le dira hein, concrètement, je maintiens ma candidature. Le vœu 4, il n'a rien à dire, il est écarté. Le vœu 6, il se maintient. Le vœu 7, il se maintient. 9 et 10, finalement, il a obtenu des vœux qui sont plus satisfaisants pour lui. Les 9 et 10 n'ont plus de sens. Il y renonce. Les jours défilent. Vous voyez, c'est pas forcément le 28. Le 29, des places se sont libérées. Eh bien, il reçoit des propositions d'admission. Il y avait d'abord le vœu 2 qu'il avait accepté tout à l'heure, donc là, c'est maintenu, bien évidemment. Le vœu 6, la formation lui répond oui. Le vœu 7, la formation lui répond oui. Eh bien, vous avez bien compris. Alors, le vœu 8, il avait dit, enfin, la formation avait refusé, donc ça, aucune proposition, bien sûr. 9 et 10, il a renoncé. Donc voilà, reste dans la course les vœux qui sont affichés ici le 29 mai. Eh bien, que si on a bien compris ce qu'on se dit, le 29 mai, il a 3 jours pour choisir entre 2, 6 et 7. Il a 3 propositions d'admission, il doit en choisir une et renoncer aux 2 autres. Voilà, c'est là où s'il a mis sur son papier, bon là, préférentiel c'est 3, il est toujours en attente là. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est pas encore pour maintenant. Que fait-il? Ben, finalement, il renonce à son vœu 2, parce que la 6, pour lui, le vœu 6 est plus intéressant, il accepte, il renonce à son vœu 7. Que fait-il sur le reste? Bah, j'ai envie de dire que le vœu 3, c'est normal qu'il soit, hein, ce vœu en attente, qu'il maintienne. Puis ma foi, le vœu 1 l'intéresse encore, donc il se maintient. Hop, le 2 juin. Les dates sont tout à fait aléatoires, hein. Ça peut être avant, ça peut être après. C'est vraiment un titre d'exemple. Le vœu 1 est toujours en attente, mais là, cette fois, le vœu 3, celui qu'il avait vraiment mis en premier dans sa tête, lui dit oui. Il était sur le vœu 6, il avait déjà été accepté. Vous avez compris que là, il doit vraiment maintenant se positionner entre ces deux vœux-là. Ben, il dit oui au vœu 3, c'est celui qu'il accepte volontiers, puisque c'était son premier vœu. Il est forcé de renoncer au vœu 6, forcément. Et puis, je veux dire, le vœu 1, qui est toujours en attente, n'a plus beaucoup d'intérêt, puisqu'il est pris sur le vœu 3. Ben voilà, ce jeune-là, le 2 juin, sort de Parcoursup, puisqu'il est au bout de la procédure, vous voyez, sans attendre le 16 juillet. Il n'a plus qu'à consulter les modalités avec un S, monsieur le proviseur, un S, les modalités d'inscription qui seront affichées directement quand il validera, et aller s'inscrire.
très important. Voilà, c'est ça le moteur Parcoursup. Et vous voyez, par ce jeu, je maintiens, j'accepte et j'écarte. Au bout du bout, voilà, en fonction des places disponibles, en fonction de son dossier, bien sûr, on va affiner son projet pour arriver sur le vœu qu'il souhaite. Alors, tous les candidats ne sont pas dans le cadre de celui-là, hein. Lui, il est vraiment son vœu rêvé, celui qu'il souhaitait vraiment. Mais peut-être qu'au bout de la procédure, il n'aura pas celui qu'il avait mis en un dans son esprit. Mais à ce jeu-là, en tout cas, il aura vraiment le vœu au mieux de ses possibilités, des réponses qui lui seront faites. Voilà, c'est important de comprendre ça. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Je vous dis qu'à chacune des phases, le système informatique lui envoie plein de messages, messagerie personnelle, les notifications sur son téléphone, ou alors, on peut l'inviter à télécharger vraiment les applications sur leur téléphone, un smartphone. Là, et en direct, à n'importe quel moment de la journée, ils reçoivent des notifications. Je n'ai pas précisé, mais je le dis là. Pendant les épreuves du bac, de terminale, le système informatique s'arrête. On les laisse vraiment composer l'esprit tranquille pour réussir leurs épreuves du bac. Et après les résultats du bac, le système informatique reprend et il continue à avoir des propositions jusqu'au 16 juillet. Alors les cas de figure, c'est intéressant parce que là j'ai détaillé le process, mais finalement quels sont les cas de figure que l'on peut recevoir? Ils sont de 4 ordres. Et ça dès le 27 mai, mais à la suite aussi. Mais prenons le 27 mai, tous les lycéens, je vous l'ai dit, reçoivent des propositions, ou pas, mais voilà de quel ordre elles sont. Première situation, le lycéen ne reçoit qu'une seule proposition. Il a ses 10 vœux avec des sous-vœux. Il n'y en a qu'une qui lui propose une admission. Et tous les autres sont en attente. Bah, j'ai envie de dire, il y a tout intérêt à dire oui quand même, hein. Ou alors c'est vraiment une proposition qu'on avait mise par erreur. Il avait demandé Toulouse, je ne sais pas derrière quel projet, hein, parce que là-bas, sa famille pouvait l'accueillir, puis du coup, ça ne se passe plus comme on le souhaitait. Donc là, il est sûr qu'il ne pourra pas aller à Marseille. Bah, il renonce, en espérant que les autres vont lui dire oui. Mais sinon, une seule proposition dans l'ensemble de tous ses vœux en attente, il doit dire oui, très clairement. Donc il accepte, et puis pour tous les autres, il se maintient. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La partie droite, c'est vraiment le cas de figure qu'on a vu tout à l'heure, là, qui est vraiment très confortable. Il reçoit plusieurs propositions d'admission. Ben là, forcément, il doit choisir, hein. C'est le coup des 2 vœux, puis des 3 vœux, des 3 admissions qu'on lui propose. Là, il n'a pas le choix, il doit se prononcer pour l'une et renoncer sur les 2 autres. Donc, il prendra celle qu'il préfère dans le choix qui lui est proposé. Et puis, il a d'autres propositions qui sont en attente qui l'intéressent. Il se maintient. Bon, là, ça se complique un peu. C'est pas très dramatique le 27 mai, s'il n'a que des réponses en attente, il faudra aller regarder son rang de classement sur la liste complémentaire et voir le rang de classement du dernier admis l'an précédent. Et il y a fort à parier qu'il a de très fortes chances et que ça va se libérer le 27, le 28, fin mai ou début juin. Pas d'inquiétude. Mais voilà, on comprend bien que si le 15 juillet, et à plus forte raison le 16 juillet, il n'a que des vœux en attente, ben voilà, ces vœux en attente deviennent des refus en fait, hein. Il n'a pas de dossier suffisant pour entrer dans cette formation. Donc il ne sera pas accepté. Et là, il sera pris en charge par la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur, la CAES, où on va revoir avec lui. Il pourra repostuler, c'est écrit ici à droite, en phase complémentaire. Il refera 10 vœux, mais cette fois sur des vœux où il y a encore de la place, et pas les 10 vœux qu'il avait fait, enfin vœux et sous-vœux, hein. Si une formation ne le prend pas sur la phase principale, on ne va pas le prendre sur la phase complémentaire, bien sûr. Et puis, alors ça c'est le drame, mais qui n'arrive que dans certains cas, le 27 mai, que les réponses négatives. Ça arrive quand ça? Eh bien ça arrive si l'élève n'a fait que des vœux sélectifs. S'il a demandé 10 BTS, avec des sous-vœux en BTS, ou que des classes préparatoires, que des BUT, enfin encore une fois, que des formations sélectives, où les formateurs ou les formations peuvent répondre non, s'il reçoit 10 non, c'est fini. Le 27 mai, à l'ouverture, il est hors jeu. Donc voilà, ça arrive parfois, très très rarement, et à Bascan, on leur dira toujours de mettre un vœu de sécurité, un vœu pour une licence par exemple, non contrainte, on est sûr qu'il y a de la place. Il suffit de candidater pour être sûr d'être pris. Alors après, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on veut faire, complètement, mais il faut faire ce vœu de sécurité. Donc en cas de réponse négative, là tout de suite le 27 mai, c'est le drame. Bon, ils viennent nous voir, hein.
bien entendu. Puis nous, on va prendre en charge avec les conseillers d'orientation, les psychologues du CIO. Et puis très vite, on s'adresse à la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur pour que son dossier soit réexaminé. C'était cette rubrique centre d'intérêt et projet de l'élève, hein, où là, on va regarder plus finement ce qu'il souhaite faire pour lui proposer de postuler avec 10 vœux en phase complémentaire. Dans la procédure, là, à un moment donné, du 29 juin au 1er juillet, le système informatique, hein, pour tous les élèves qui sont encore dans le système, va leur demander de faire un point d'étape, simplement de s'arrêter 2 minutes pour vérifier que vraiment tous ces vœux l'intéressent toujours. Donc on lui demandera de confirmer, ou peut-être de refuser à ce moment-là, des vœux. C'est juste un contrôle pour le système informatique. Quand une proposition d'admission a été faite et que lui a répondu de manière définitive oui, et ben, il n'a plus qu'à consulter les formalités d'inscription, de les consulter avec attention et de respecter ce qu'il lui demandait. Si une formation lui dit il faut absolument procéder à votre inscription avant le 16 juillet, c'est à peu près la date à laquelle on est tous ouverts encore, on ne part pas en vacances sans s'être inscrit, parce qu'il y a un risque que cette place-là soit perdue s'il ne fait pas les choses en temps et en heure. Alors en fait, certaines universités lui disent de se préinscrire, de déposer toutes les pièces. Évidemment, on entre dans l'enseignement supérieur que quand on a le bac, et quand on a fait cette préinscription, avant le 15 juillet, on peut lui demander de rapporter non pas le diplôme du bac, hein, parce que ça, il l'aura qu'en octobre prochain, mais de déposer son relevé de notes qui confirme bien qu'il est bachelier, qu'il a obtenu son bac. À Basecamp, pour ne parler que de nous, il y a une phase d'admission et d'inscription avant le 15 juillet, mais on conserve la place au retour des vacances, jusqu'au 3 septembre, date de la rentrée. Si le 3 septembre, le candidat n'a pas déposé ou ne s'est pas manifesté d'une manière ou d'une autre, nous, on prend cette place et on la donne à quelqu'un d'autre. Et c'est tout à fait indiqué, donc on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Voilà, en ce qui nous concerne, on est arrivé au bout de la procédure, en tout cas de l'explication. Je vais vous redonner la parole, hein, mais vous dire que voilà, dans l'application, il y a toutes les notifications, mais il y a aussi vraiment tout un accompagnement qui est mis en place par Parcoursup lui-même, avec un numéro vert qu'on peut interroger, il y a un chat, il y a tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat et Facebook. On le redit encore, hein, il y a les professeurs principaux qui vont accompagner vraiment toute cette procédure avec vos enfants, les psychologues, conseillers d'orientation qui sont présentes au lycée et au CIO pendant les vacances, nous-mêmes, hein, et les CPE, bien sûr, qui vont jouer un rôle très important de conseil, dans la mesure de ce qu'ils connaissent, mais de vérification et de contrôle pour être sûr que vos enfants s'inscrivent. Donc voilà, c'est vraiment très sécurisé. Une dernière diapo, pour arriver à 8 heures. Une dernière diapo pour dire simplement qu'en même temps qu'ils vont s'inscrire sur Parcoursup, et je viens d'avoir les informations dès aujourd'hui, ils vont devoir créer leur dossier d'étudiant pour 2 choses principales, voire 3 avec la mutuelle, déposer un dossier de bourse sur ce site, messervicesétudiants.gouv.fr, accessible sur Parcoursup, de faire une demande de logement auprès du Crous, hein, s'ils partent en province et qu'on ne peut pas les héberger, c'est une demande de logement. Je précise à ce niveau-là que la bourse d'étudiants n'est pas la bourse des lycées. S'ils n'étaient pas boursiers et lycéens, ils peuvent devenir boursiers de l'enseignement supérieur. Ça n'a rien à voir. Donc s'ils sont dans ces conditions-là, ils peuvent demander une bourse d'études dans l'enseignement supérieur et les logements au même titre. Et puis, toutes les informations en ce qui concerne leur statut de prise en charge médicale en tant qu'étudiant, les mutuelles étudiantes. C'est là où les choses se passent. Donc voilà, c'est un site assez simple, très clair, avec des simulateurs, enfin voilà, très simple d'accès. En même temps qu'ils postulent sur Parcoursup, ils montent leur dossier d'étudiants dans messervicesétudiants.gouv.fr. Voilà, en ce qui me concerne, c'est la fin de cette présentation qui a été enregistrée et qui sera mise en ligne la semaine prochaine sur le site du lycée.